Très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez à partir de ma chaîne Diaspora Nabisumoko, je vous suis très reconnaissant pour m'avoir donné encore une fois cette opportunité de pouvoir venir dans vos maisons. Aujourd'hui, encore une fois, concernant la rubrique concernant notre pays d'origine qui est la République de moitié du Congo, j'ai voulu insister beaucoup sur un thème qui m'est venu vraiment à l'esprit et j'ai voulu vraiment qu'on puisse parler de comment expliquer la crise actuelle en République de moitié du Congo. Brièvement, nous n'allons pas, je ne veux pas, mais je ne veux pas vraiment monopoliser la parole, être vraiment trop long, mais il y a ces quelques facteurs que nous avons eu à échanger avec certains de mes amis et certains partenaires des chaînes internationales, des chaînes internationales, des journalistes européens, des journalistes internationaux. Et dans ce sens-là, nous avons eu beaucoup à dire concernant notre pays et concernant la politique mondiale. Mais concernant notre pays, nous avons vraiment beaucoup discuté concernant la crise actuelle qui décime, en tout cas qui est en train de déranger la bonne gouvernance dans notre pays. Il y a trois facteurs. Il y a trois facteurs que nous avons épinglés avec nos collègues majeurs qui expliquent la situation actuelle au niveau de notre pays. Tout d'abord, au niveau de l'Est, il y a les appétits économiques et hégémoniques de certaines puissances étrangères, dont des pays limitrophes comme le Rwanda et l'Ouganda. Il y a les incohérences et les contradictions de la communauté internationale face à la situation propre en République démocratique du Congo, donc sur le terrain. Parce que nous ne comprenons pas la politique que prône la communauté internationale. Deux fois, on est vraiment étonné pourquoi elle n'agit pas. On veut bien des sanctions, mais jusqu'où on va en arriver avec ces sanctions-là. Donc il y a aussi la faiblesse structurelle des institutions étatiques congolaises et l'incapacité, je dirais, des dirigeants congolais à y trouver une parade. Donc nous allons commencer d'abord par le point 1 qui est donc les appétits économiques et hégémoniques de certaines puissances étrangères dont les pays limitrophes comme le Rwanda et l'Ouganda sont en train de pouvoir faire en sorte que ces situations de conflits armés puissent persister au niveau surtout de l'Est, là où nous avons beaucoup de minéraux. Il y a le coltan qui arrive de là, il y a la cassitérite, il y a l'or aussi qui sort de là. Donc voilà pourquoi vous voyez au niveau de l'Est, au niveau de la province orientale, il y a les conflits qui persistent. Voilà pourquoi j'ai dit, pour beaucoup d'acteurs, le chaos entretenu au Congo permet une exploitation illicite des ressources naturelles. Des réseaux mafieux, mais aussi des multinationales bien connues achètent et commercialisent des produits issus de cette contrebande sans devoir payer quelques royalités à l'État. Donc, et pour des pays voisins comme l'Ouganda, mais surtout pour le Rwanda, c'est aussi là un réservoir à exploiter ou à extraire en toute quiétude, aussi bien pour assurer la gestion interne de leur clientèle politique que pour soutenir leurs efforts de développement. Voilà pourquoi le message que je vous avais passé la fois passée, j'ai voulu vraiment insister concernant mes compatriotes congolais. J'avais dit que il y a au niveau du Rwanda et de l'Ouganda cet appétit, donc cette soif-là de pouvoir toujours venir s'enrichir de force pour venir toujours piller au Congo, se ressourcer dans nos minéraux de manière sanguinaire, de manière illégale, en tuant nos populations, en les forçant de se déplacer. Et en se déplaçant comme ça, ils ont le terrain vide, ils ont la même mise sur le minerai, sur nos terres, de pouvoir extraire n'importe quel minerai. Voilà pourquoi vous allez vous rappeler en son temps, Kagame avait tenu des propos vraiment grossiers, des propos grossiers concernant l'est de notre territoire et concernant même notre pays, le qualifiant de Wenze en lingala, donc de marché. Donc, et que c'est lui qui était le chef, donc le capitaine Wenze
notre territoire au niveau de l'Est. Donc il peut faire tout ce qu'il veut, il peut décider à sa guise si ses troupes vont entrer, si ses troupes vont sortir comme il veut, comme il entend. Donc voilà pourquoi au niveau de l'Est, avec la fuite de Kundabatware, la fuite de Mutebussi, de tous ces gens-là, des M23 qui ont fui, ils ont élu domicile maintenant au Rwanda. Et pourtant en violation flagrante de l'accord cadre. Parce que l'accord cadre dit que personne parmi ces États-là qui ont signé les accords ne peuvent héberger dans leur territoire des personnes qui sont recherchées pour crimes ou pour d'autres motifs concernant les conflits qui persistent au niveau de l'Est du Congo. Voilà pourquoi je vous dis que c'est grave ces propos-là, donc tenus par Kagame. Donc je vais continuer. À cet effet, à cet aspect s'ajoute, évidemment, d'indéniables préoccupations d'ordre sécuritaire qui s'expriment par l'assémage de nombreux groupes armés, donc la prolifération de nombreux groupes armés dans la région. Un phénomène que l'État congolais à lui seul n'est pas capable d'endiguer ou d'enrayer. Malgré ces dénégations, le Rwanda est le principal instigateur ou bénéficiaire de l'explosion des violences actuelles. C'est le Rwanda, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas un autre pays, c'est le Rwanda. C'est Paul Kagame qui s'est dit le Kapita Wenze. C'est lui qui est l'instigateur de tout ça. À titre d'exemple, après la création du RCD en 1998, le Rwanda avait mis près de 2 ans avant de reconnaître sa participation au conflit qu'il s'évertuait à présenter comme purement interne au Congo, donc aux Congolais. Alors que c'était des théâtres qu'eux-mêmes étaient en train de fomenter là-bas, de dire que nous ne sommes pas engagés dedans, nous ne connaissons ni ce qui se passe là-bas, ni ce qui est en train de se perpétrer là-bas. Alors que c'était faux. Avec le M23, il n'y a pas de raison qu'il change de stratégie. Et comme l'indiquent des récents rapports des experts de l'ONU, l'Ouganda joue un mauvais rôle similaire dans le conflit. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, c'est vers Kagame et Museveni que Kabila se tournent pour essayer de stopper le M23. Une stratégie dont le succès dépendra donc de la sincérité des engagements que prendraient ces deux dirigeants qui se comportent ici aussi bien en pyromane qu'en sapeur-pompier. Donc, ce sont des situations provoquées par eux-mêmes. Ils se font dire que nous n'avons rien à voir dans tout ça. Donc, ils jouent avec le feu, quoi. Ils jouent avec le feu, ils jouent avec le peuple congolais. Voilà pourquoi je vous dis, regardez un peu les facteurs. Ça, c'était le premier facteur. Mais le deuxième facteur, c'est la communauté internationale. La communauté internationale a toujours pris des positions incohérentes, sinon contradictoires, par rapport à la situation complexe du Congo au niveau de l'Est. On sait depuis longtemps que des armées et des entreprises étrangères y opèrent en toute illégalité et brutalité dans l'exploitation des ressources, que le droit international y est régulièrement bafoué avec le non-respect des frontières du Congo. Des ONG et autres acteurs locaux ou étrangers n'arrêtent pas de dénoncer des viols et autres exactions dont les populations locales sont régulièrement victimes. Mais on ne fait pas grand-chose pour aider le Congo à mettre fin à ce chaos. C'est ce qui est regrettable. C'est vraiment regrettable. Donc rien n'est fait. Une force internationale de la MONUSCO, bien équipée et très coûteuse, y est déployée, mais avec un mandat tellement flou ou limité, sans qu'on sache clairement à quoi sert sa présence. Dans les derniers développements qui ont conduit à la création du M23, c'est encore la communauté internationale qui a acculé le gouvernement congolais à devoir arrêter Bosco Ntaganda pour le déférer au niveau de la CPI. Maintenant que Ntaganda et ses partisans sont en guerre contre le gouvernement de Kinshasa, où sont
je me pose la question, où sont passés ceux qui en voulaient à son arrestation? Aujourd'hui encore, nonobstant les 3 rapports des Nations Unies mettant en exergue le soutien accordé par le Rwanda et l'Ouganda au M23 et qui corroborent ce que d'autres observateurs ou analystes avaient toujours stigmatisé, aucun compromis ne se dégage au niveau international pour adopter des vraies sanctions à l'encontre de ces pays, pour les contraindre à jouer un rôle plus positif dans la crise congolaise. Donc c'est entretenu, c'est voulu. Comme je vous l'ai toujours expliqué, c'est voulu. Ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'ils vont gagner dans tout ça? Qu'est-ce qu'ils vont gagner dans tout ça? Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Je vais vous mettre un extrait de ce que le leader travailliste Jérémy Corbyn a dit concernant même le fléau, les conflits au niveau de l'Est là. Suivez d'abord cet extrait et je reviens tout de suite. Merci beaucoup. For example, a UN observer at the East Timor referendum, which had come at the end of an appalling civil war that had gone on for decades, with tens of thousands of people lost their lives, and that military UN intervention to enforce the ceasefire by and large worked. And I think you have to be aware that there are cases where you can do that, but it has to be done on a basis of law, and it has to be done through the United Nations. On the question of vetoes and responsibility to protect, I'm interested in the responsibility to protect issue and argument. Again, I think it has to be backed up by international law and backed up via the United Nations. I have also been in Rwanda and Burundi and the DRC, and the war in the DRC has claimed probably more lives than any other conflict that has happened since the Second World War. It has not had the attention of the world's media. It has not had the concentration of the world's media, and the killing has gone on. Rape has become an instrument of war in the DRC, and indeed I've been in Goma meeting hundreds of women who were collective victims of rape, and it was the most traumatic and educative experience of my life just to talk to them. Could something have been done? Yes. Could we have done more to promote a ceasefire? Yes. Could we have done more to challenge blood diamonds, coltan, and all the other things that are brought out of DRC? Yes. Why didn't we? Many, many questions I ask, one of which is the economic interests of people that didn't want us to intervene because they were getting the wealth out of there. Could something have been done to intervene at the time of the genocide in Rwanda? Yes, I believe it could. And indeed, I've met people in both Rwanda and Burundi who feel very bitter to this day that more was not done. And again, there seems to be an assumption that a war in Africa is somehow or other different to something on the edges of Europe. And so I think we have to engage. We also have to engage positively afterwards, because if you think of nations that have come out of conflict, take Colombia, take El Salvador. Colombia, decades and decades of civil war. Eventually, by good action by neighbouring countries, a ceasefire was produced and a peace process has developed. But if you don't stay the course afterwards, as happened in El Salvador, those that were formerly protagonists in a civil war then end up in criminal gangs, and you have a similar degree of killing and instability, this time for crime rather than the purposes of engagement in that civil war. So it is about engagement, but it's also about use of the UN and international law. My question mark is over unilateral action. Voilà, très chers compatriotes. Troisième mois, donc pour poursuivre notre débat de ce jour, notre thème de ce jour, il y a le troisième point, c'est quoi? C'est les autorités congolaises n'ont fait montre ni de sens de responsabilité. Donc, si c'est des incompétents, ils sont irresponsables, ni de réalisme dans la gestion de la situation au niveau du Kivu. Les troupes dépêchées sur le terrain n'ont jamais été capables de contenir l'avancée des rebelles. Il y a trop d'infiltration dans les lignes de l'armée régulière, trop peu de soutien logistique ou même de soutien politique pour les éléments engagés au front. Mal nourris,
mal équipés, peu équipés, etc., la faiblesse de l'armée et de l'appareil étatique en général constituent les premiers vrais problèmes actuels du Congo. L'État n'existe pas. Voilà pourquoi je vous ai dit, je vous ai démontré l'autre fois quand j'ai développé que l'appareil étatique était déjà mort, était déjà fini. Il y a le stétocide en anglais comme on dit. Donc eux, en venant au Congo, ils se sont attaqués au niveau de la tête, au niveau du sommet. Ils avaient leur objectif. L'objectif était au niveau du sommet de faire en tout cas en sorte qu'ils puissent avoir le contrôle de tout. Et de là, tout ce qui s'ensuit aujourd'hui, c'est tout ce qui en découle après le stétocide, c'est quoi? Il y a le crime de génocide, il y a le crime d'apartheid, il y a le crime de guerre, le crime contre la paix, il y a le crime contre l'humanité, il y a le crime de guerre, il y a tous ces crimes-là qui découlent au fait du stétocide. Du stétocide, très chers amis, très chers internautes. C'est grave. Donc on s'est attaqué au niveau du sommet. Au niveau du sommet, il était question de placer quelqu'un qui, en fait, va leur permettre de pouvoir continuer leur sale besogne, c'est-à-dire le pillage, c'est-à-dire le viol, c'est-à-dire les massacres de tout genre au niveau de l'Est. Mais ce n'est pas toujours au niveau de l'Est, mais au niveau de toute l'étendue du pays. Aujourd'hui, les conflits se sont développés au niveau, ça s'est déplacé, ça s'est muté au niveau du Kasaï, au niveau du Katanga, mais maintenant c'est toute la République qui est en feu, qui est mise à feu. C'est grave. C'est grave. Il y a la faiblesse de l'armée, comme je le disais, et de l'appareil étatique en général, constituent les premiers vrais problèmes actuels du Congo. Car tant que le pays ne sera pas à mesure de se défendre lui-même, tous les acteurs externes, pays limitrophes ou autres réseaux, voudront toujours y aller se servir à leur guise. Malheureusement, malgré cette situation pitoyable, les dirigeants politiques congolais, toutes obédiences confondues, semblent toujours plus préoccupés par le partage du pouvoir et de ses prébendes, et peu enclins à privilégier les intérêts vitaux du peuple et des populations. C'est regrettable. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là, c'est seulement le pouvoir. Donc ils sont là seulement pour les postes. Ils sont là seulement pour leur ventre, des ventrologues, des postologues. C'est regrettable. C'est regrettable. De même, depuis le renversement du défunt maréchal Mobutu par un mouvement armé et les différentes promotions ou gratifications qui ont été accordées ensuite aux seigneurs de guerre des années 1998, 98 à 2003, beaucoup d'acteurs politiques ont compris qu'il est plus facile d'accéder au pouvoir par la violence plutôt que par toute autre voie. C'est ce qui est regrettable. C'est cette culture qui est ancrée maintenant dans l'élite congolaise. Donc, chancez le Kopamba, comme on dit, mais chancez le Kopamba, c'est parce qu'en vous armant, et vous croyez que vous pouvez diriger n'importe qui et n'importe comment. Mais non. C'est l'état de droit qui doit prévaloir. Le chaotique cycle électoral organisé en 2011 est venu par ailleurs conforter les uns et les autres dans cette conception. Et cela risque d'accroître chez beaucoup d'acteurs politiques locaux la tentation de rejoindre les mouvements armés comme M23 en vue d'une éventuelle négociation et d'une probable redistribution future du pouvoir. Donc ce serait toujours pareil. Ce qui donnerait alors à ces mouvements une autre connotation et qui arrangerait fortement les pays aujourd'hui cités comme agresseurs ou parrains des rébellions. Le Rwanda, l'Ouganda. C'est regrettable. C'est regrettable, chers amis. Il est trop tôt pour prédire l'issue probable du conflit actuel, mais pendant ce temps, et comme toujours, ce sont encore les populations civiles qui paient les frais de cette conjonction des facteurs qui les dépassent et qui ne leur bénéficient en rien du tout. Pour mettre un terme à cette situation, il faudra une approche globale de la complexité des problèmes du Congo qui tienne compte de tous ces facteurs explicatifs à la fois et à tous les niveaux. Se limiter à un seul aspect du problème accouchera toujours d'une solution partielle qui perdurera dans le temps.
C'est regrettable, très chers amis. C'est regrettable. Voilà pourquoi il est vraiment très important de pouvoir éviter la pérennisation au niveau du sommet de l'État congolais des étrangers. Ces étrangers, nous ne voudrons que tous les contextes que je viens de vous décrire, tout à l'heure. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre pays est devenu, comme en légal on dit, un Wenze. Donc le marché, c'est regrettable. Nous devons vraiment prendre des mesures, des mesures appropriées pour en finir et pour mettre fin à ce cycle-là. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez disposé pour suivre cette tranche concernant notre pays et concernant les messages patriotiques que je passe toujours au niveau de ma chaîne. Je crois pouvoir vous retrouver encore une fois la semaine prochaine pour une autre tranche concernant même ces conflits et concernant même ce que nous pouvons faire, les stratégies que nous pouvons arrêter pour essayer un peu de stopper cette hémorragie des conflits armés, des conflits ethniques, des conflits interethniques, des conflits d'occupation et de la sous-tutelle de l'ONU. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine et bye bye. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis vraiment reconnaissant pour ce temps que vous disposez, pour suivre encore une fois le message que je veux pouvoir passer à travers la communauté et à travers toute la diaspora congolaise concernant les grandes lignes et les grandes campagnes que nous allons commencer à mener durant l'année 2014. Et de ce fait, durant l'année 2014, je veux pouvoir commencer à lancer des campagnes comme celle d'aujourd'hui, que je vais pouvoir vous lire quelques lignes, à savoir les multinationales qui entretiennent des situations de guerre perpétuelles en République démocratique du Congo et surtout dans l'Est. Et comme vous le savez, la traite et l'extraction des minerais comme la cassitérite, le coltan, l'or, le cobalt et tant d'autres dans l'est de la République du Congo, ainsi que des guerres à répétition qui engendrent des conflits de tout genre, entraînent le dépeuplement de la région des Grands Lacs en diminuant les densités des populations par kilomètre carré. Mon analyse de cette situation est telle que dans cette partie est du pays, si l'on ne fait pas attention, la balkanisation risque de s'installer au profit des voisins qui nous attaquent à longueur des journées, cherchant à nous disloquer afin de garantir leur convoitise sur nos terres. Si vous remarquez, l'Europe, soi-disant le vieux continent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continue de garder son ossature, de se préserver en royaume d'antan. Nous citerons ici, à titre d'exemple, le royaume de Belgique, le Royaume-Uni, le Royaume d'Espagne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume des pays scandinaves et tant d'autres. Par contre, l'Afrique, de son côté, avait déjà perdu son ossature avec les différentes colonisations venues d'Europe après la conférence de Berlin de 1884 à 1885 qui avait décidé de son partage. Ma conclusion est que nous ne devons pas faire de la découverte des nouvelles ressources minières en Afrique en général et au Congo, en République démocratique du Congo en particulier, comme des prétextes de déstabilisation, de balkanisation, de dislocation d'un État, comme le cas de l'Est de la République démocratique du Congo. Tous ces théâtres qui sont en train de se passer là-bas. Seulement au point où nous sommes parvenus en République démocratique du Congo, il est impératif d'être entouré d'un bon moéné, c'est-à-dire celui ou celle qui pourvoit aux besoins du peuple, et d'un bon mankata, personne chargée aux affaires militaires et à la guerre, et d'un bon tinou, chef militaire, et des bons foumous, c'est-à-dire des responsables au sens administratif comme au sens social, pour assurer un bon fonctionnement d'un État si futile, d'un État de droit que nous tous aspirons, où va régner la vraie justice. Et de ce fait, nous aurons besoin d'un Benza Congo, c'est-à-dire un bon préposé aux affaires de la justice afin de prôner pour l'équité.
Maintenant, la guerre en République démocratique est poussée par le désir d'extraire les matières premières, y compris le diamant, comme je venais de vous le dire plus tôt, l'or, le coltan, le cobalt, le cuivre, l'uranium et le pétrole. Et parmi les multinationales qui sont en train d'entretenir l'état de guerre au Congo, en République démocratique du Congo, nous pouvons citer les compagnies suivantes. Il est très important que vous puissiez les noter. Si vous n'avez pas le temps de faire des recherches, moi j'ai déjà fait des recherches pour vous. Et ces multinationales, ils sont à plus d'une centaine. Je ne peux pas toutes les énumérer, mais je vais pouvoir vous énumérer certaines multinationales qui vont vous donner déjà des idées de tout ce qui sont en train d'être perpétrés dans notre territoire en République démocratique du Congo. Nous avons par exemple Barrick Gold, nous avons Burston Masteller, nous avons Good Workers International, nous avons Koch, nous avons Chevron Texaco des États-Unis, nous avons Monsanto, nous avons H. Daniel Midland, nous avons Carlyle Group, nous avons Adastra Mining, ex-American Mineral Fields, ça c'est pour les États-Unis. Nous avons Lazara Kaplan International, nous avons African Trading Corporation, ça vient de l'Afrique du Sud. Nous avons encore Afrimex, ça vient des United Kingdom, du Royaume-Uni. Nous avons Ahama Diamond Corporation, ça vient de la Belgique. Nous avons Ahapong Son, ça vient de l'Afrique du Sud. Nous avons Knight International Ltd, ça c'est le Royaume-Uni, United Kingdom. Vous avez A&M Minerals and Metals Ltd, United Kingdom, du Royaume-Uni. Nous avons Alex Stewart Ltd, ça vient toujours du Royaume-Uni, United Kingdom. Vous avez Amalgamated Metals Corporation PLC, United Kingdom, toujours le Royaume-Uni. Vous avez American Mineral Fields des États-Unis. Vous avez Anglo-American PLC. Vous avez, ça vient toujours du Royaume-Uni, le United Kingdom. Vous avez Anglo-Vol Mining Ltd, South Africa, l'Afrique du Sud. Vous avez Arctic Investment, United Kingdom, le Royaume-Uni. Vous avez ASA Diam, Belgique. Vous avez ASA International, Belgique. Vous avez Ashanti Goldfields, ça vient du Ghana. Vous avez Avian Air Zimbabwe, ça vient du Zimbabwe. Vous avez Baron Corporation, à l'Afrique du Sud. Vous avez Barclays Bank, United Kingdom, le Royaume-Uni, Barclays Bank. Banque devenue maintenant Banque mondiale à cause de tout ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Ce n'est pas seulement au Congo, mais dans toute l'Afrique. Ils pillent les richesses des pays africains pour devenir maintenant Banque mondiale. Vous savez, donc Barclays Bank. Donc vous avez encore une fois Bayer AG Germany, ça c'est pour l'Allemagne. Vous avez BBL Banking, ça c'est pour la Belgique. Vous avez Belgolès, toujours la Belgique. Combien d'années elle est déjà au Congo? Depuis notre pays a acquis l'indépendance, ils sont toujours là, la Belgolès. Ils continuent de faire leur travail de pillage de minerais. Vous avez Cabot Corporation, vous avez, ça vient des États-Unis. Vous avez Carson Product, South Africa, Afrique du Sud. Vous avez Chemie Pharmacy, Netherlands, ça vient de la Hollande. Vous avez De Beers, United Kingdom, le Royaume-Uni. Vous avez Diagem, BVBA, ça vient de la Belgique. Vous avez Eagle Wings Resources International, des États-Unis. Vous avez Malta Forest, entreprise générale Malta Forest. Ça vient de la République du Congo, mais il y a un Belge derrière cette compagnie-là, Malta Forest. Toujours à Lubumbashi là-bas. Vous avez Euromet, ça vient du Royaume-Uni, United Kingdom. Vous avez Fincomfort, SCA Switzerland, ça vient de la Suisse. Vous avez Finning, St. Kitts. Vous avez First Quantum Minerals, ça vient du Canada. Vous avez Flash Arambi Mining Corporation, ça vient du Canada. Vous avez HC Stark GmbH Co. KG, ça vient de l'Allemagne. Vous avez International Panorama Resource Corp. Canada. Vous avez Kabamba Cola Mining Company,
ça vient du Zimbabwe. Vous avez Kemet Electronic Corporation des États-Unis. Vous avez Comal James NV Belgique. Vous avez Lundin Groups Bermuda. Vous avez Malaysia Smelting Corporation, ça vient de la Malaisie. Vous avez Massincro, hein, ça vient de l'Allemagne. Vous avez c'est plus d'une centaine, je ne peux pas vous énumérer toutes ces compagnies-là. Hein. Vous avez Transitra, ça vient de la France. Vous avez Sierra Gem Diamonds, Belgique. Combien de multinationales belges et anglaises? Beaucoup. Ce sont elles, donc, que ces compagnies fonctionnent. Pour que ces compagnies fonctionnent, donc j'allais dire, il leur faut aller tuer le peuple congolais en complicité avec le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi. C'est à titre d'information que nous avons trouvé utile de vous fournir les noms de ces filiales qui sèment la guerre maintenant dans le monde. Il faudrait passer à la vérification claire et nette de toutes ces compagnies, si réellement ils ont la permission d'extraire de manière légale les minéraux sur le sous-sol congolais. Ce qui se passe actuellement à l'est de la République démocratique du Congo est la volonté voulue par les multinationales comparativement aux deux guerres qu'a connues la République démocratique du Congo dans le passé. Nous remarquons une complicité de la communauté internationale dans la crise que connaît la République démocratique du Congo. En face, c'est l'entretien de cette situation et de l'autre côté, la mise en place du plan de balkanisation de la République démocratique du Congo par le dépeuplement des populations de l'Est, soit où les autochtones sont délégués par les forces étrangères. La présence de la MONUSCO cause problème, car cette mission ne fait plus son rôle, qui est celui du maintien de la paix et de la sécurité dans la partie Est. Beaucoup comme d'autres se posent des questions de savoir pourquoi doit-on maintenir cette mission ou proroger son mandat jusqu'au 31 mars 2014 prochain. L'histoire va nous rappeler que l'Angola, qui est notre voisin, avait connu des moments semblables lors de l'accession de ce pays à l'indépendance et surtout avec les guerres qui ont duré plusieurs années. Si ma mémoire est bonne, ils ont fait plus de 40 ans de guerre civile. Mais aujourd'hui, regardez comment l'Angola est en train de se stabiliser économiquement, socialement. Je n'ai pas beaucoup à dire là-dessus. D'où si nous ne prenons pas garde, nous risquons de connaître des moments comme tels, inexplicables, mais voulus par les gens qui n'ont comme culture que le crépitement des armes. Il est impératif au jour d'aujourd'hui de prendre conscience de ce danger qui prend des proportions inquiétantes pour la stabilité de la région des Grands Lacs dans son ensemble. Les suspensions d'aide à longueur des journées que nous avons entendues contre le Rwanda et l'Ouganda ne sont que de prétextes pour endormir le peuple congolais qui est dans une position de légitime défense quant à sa sécurité territoriale et son intégrité. Car la suspension des aides devient l'élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, le Rwanda qui est là. Ils ont fait quoi pour mériter cette place-là? Rien du tout. Pour tout ce qu'ils sont en train de commettre comme exaction au Congo, c'est pour cela qu'ils méritent cette place-là. Jeremy Bernard Corbyn, Labour Party, 40086. I do hereby declare that the said Jeremy Bernard Corbyn is duly elected to serve as Member of Parliament for the Islington North constituency. This election
This election was called in order to for the Prime Minister to gain a large majority in order to assert her authority. And the election campaign has gone on for the past 6 weeks. I've travelled the whole country. I've spoken at events and rallies all over the country. And you know what? Politics has changed, and politics isn't going back into the box where it was before. Because what's happened is people have said they've had quite enough of austerity politics. They've had quite enough of cuts in public expenditure, underfunding our health service, underfunding our schools and our education service, and not giving our young people the chance they deserve in our society. And I'm very, very proud of the campaign that my party has run, our manifesto for the many, not the few. And I'm very proud of the results that are coming in all over the country tonight of people voting for hope for the future and turning their backs on austerity. And so, if there is a message from tonight's result is this. The Prime Minister called the election because she wanted a mandate. Well, the mandate she's got is lost Conservative seats, lost votes, lost support and lost confidence. I would have thought that's enough to go, actually, and make way for a government that will be truly representative of all of the people of this country. So, we await the rest of the results, but I can assure you of this. In the new Parliament, we will do everything we can to ensure that everything we've said in this campaign and everything that's included in our manifesto is put before Parliament so that this country can be a different and, I believe, fundamentally better place. To the people of Islington, I say thank you very much indeed. To the people of this country, I say thank you to all those that have given such support and such confidence in the Labour Party, and thank you to all those all over the country who've worked so hard for this day. We will carry on because we believe in a better future for all. Thank you all very much indeed. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous suis vraiment reconnaissant pour ce mois que vous me donnez, afin que je puisse me prononcer concernant les élections générales qui ont eu lieu au Royaume-Uni. Je tiens personnellement à féliciter énormément le candidat de l'opposition travailliste, notre collègue Jeremy Corbyn, pour sa brillante victoire. En tout cas, ce n'était pas vraiment prédit, ce n'était pas vraiment attendu, quoi. Donc c'est une très très bonne nouvelle, parce que au niveau du Parlement britannique, je crois que les conservateurs n'auront pas vraiment la latitude de décider comme ils entendent. Il y aura vraiment une opposition vraiment acharnée contre cette politique d'austérité, cette politique d'isolation du Royaume-Uni. Donc je crois que avec cette victoire, avec ces énormes sièges que le Parti travailliste, avec à son tête le chef de file de Jeremy Corbyn, vient de récupérer, je crois qu'ils vont réellement faire vraiment beaucoup d'efforts pour essayer un peu de remettre le pays sur le rail, parce que nous ne voulons pas que le Royaume-Uni soit isolé. Nous ne voulons pas que le Royaume-Uni soit victime d'une isolation ou soit victime d'une balkanisation. Parce que vous savez, il y a la menace de l'Écosse qui menace aussi de pouvoir sortir du Royaume-Uni. Alors ce que nous nous souhaitons, c'est que le Royaume puisse rester un et que nous puissions tous travailler de commun accord malgré le Brexit. Mais le Brexit aussi, il faut donner toujours la chance au peuple ainsi qu'à la population de réfléchir 2 fois ou 3 fois, parce que si on commet des erreurs, on peut aussi commettre des erreurs, ça arrive, et puis rectifier après. Voilà pourquoi il n'est jamais trop tard. Nous, de notre côté, nous allons plaider en fait que les autorités de l'Union européenne puissent donner en fait le temps au peuple britannique et aux Anglais de pouvoir prendre leur temps. Il y a encore du temps, il y a encore tout le temps jusqu'en 2019, là où les négociations qui doivent commencer exactement maintenant doivent prendre fin. Il y a encore du temps. Donc il y a encore du temps de réfléchir encore une fois
2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois si vous voulez, de pouvoir revenir à la décision, parce que le peuple peut être induit en erreur, mais ces représentatifs que vous représentez, qui siègent au niveau du Parlement, vous êtes là pour leur rappeler et pour leur dire que, en tout cas, nous avions commis des erreurs. Nous avions commis des erreurs dans le passé et nous voulons en fait revenir sur la table des négociations et pouvoir, encore une fois, renégocier pour demeurer au sein de l'Union européenne. Mais c'est à voir au niveau des décideurs. Nous ne sommes pas des décideurs, nous ne sommes que des gens, des lobbyistes. Nous ne sommes là que pour essayer un peu d'influencer et de voir là où l'intérêt du peuple est et là où l'intérêt du peuple réside. Donc l'intérêt du peuple britannique réside à ce qu'il puisse demeurer dans l'Union européenne, n'est pas qu'il puisse se détacher de l'Union européenne. Mais voilà pourquoi ces équations sont telles que et les citoyens britanniques qui habitent certains pays d'Europe, vice-versa, et les citoyens d'Europe qui habitent le Royaume-Uni doivent être maintenant fixés, parce que là, on leur laisse dans leur soif, dans leurs inquiétudes de voir quels seront leurs statuts, quels seront leurs titres de séjour. Voilà pourquoi, en tout cas, de mon côté, je tenais en tout cas au jour d'aujourd'hui de féliciter énormément Jeremy Corbyn pour sa brillante prestation au niveau des élections législatives au niveau du Royaume-Uni. Le Parti travailliste vient de gagner encore du terrain et va encore une fois rivaliser au niveau du Parlement britannique. Donc ça sera vraiment une bataille acharnée contre les conservateurs, parce que vous vous rappelez, moi je disais que nous sommes arrivés au niveau de plaider pour un changement, un renouveau dans nos politiques, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon d'envisager les choses. Ce n'est pas qu'on doit rester une bourgeoisie, une partie des bourgeois ou une bourgeoisie dicter, monopoliser la politique du pays, monopoliser toutes les décisions. Non, là, au fait, le Parlement vraiment sera vraiment ne sera, les conservateurs n'auront pas la majorité, ça c'est connu. Alors comme encore une fois l'EBA, qui est mon parti aussi que je soutiens beaucoup, vient de gagner certains sièges qui vont permettre à ce qu'il y ait l'équilibre au niveau du Parlement. Disons, dans toutes les décisions qui vont tomber dans les jours qui viennent. En tout cas, je serai vraiment curieux. Pour le moment, nous sommes en train toujours de regarder. Nous sommes en train toujours de vigiler, de voir là où, jusqu'où ça va se terminer avec les conservateurs, avec cette histoire des élections législatives qui vient d'avoir au Royaume-Uni. Mais je tenais en tout cas à féliciter Jeremy Corbyn pour sa brillante prestation, en tout cas pour une belle carrière politique. Là, en tout cas, c'est une apothéose, je dirais. C'est une apothéose et je ne peux que le féliciter et l'encourager de continuer dans ce sens-là et de continuer toujours dans la même direction, dans la même voie d'apporter le changement voulu en temps voulu au niveau du Royaume-Uni et au fait d'engager les jeunes, d'engager beaucoup les jeunes dans le travail, et dans la politique et dans la prise de décision qui, au fait, ne vont qu'avantager eux-mêmes pour leur futur, pour le futur de leurs enfants, pour le futur du pays, pour que l'Angleterre puisse retrouver sa place. Pour le moment, moi, je vois comme si l'Angleterre a perdu son leadership au niveau de l'Europe et même au niveau mondial, quoi. Donc, avoir aujourd'hui les chiffres de taux d'échange, en tout cas, la livre sterling a baissé par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Donc, cela explique au fait le marché qui est en train de tergiverser, qui est en train de patauger compte tenu de la politique d'isolation ou la politique de stagnation que veut apporter Madame Theresa May. Donc, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je félicite très fort Monsieur Jeremy Corbyn et je le félicite, je l'encourage de continuer dans la même voie et que je crois il va vraiment beaucoup nous aider parce que il a vraiment parlé, pendant toute sa campagne, je l'ai suivi.
Il a aussi donné des points de vue vraiment très très encourageants concernant notre pays, que je vais pouvoir vous inviter à suivre après mon intervention. Donc il a vraiment donné des points de vue vraiment cohérents, vraiment corrects concernant notre pays, qui en tout cas connaît des conflits de tout genre, des conflits interethniques, des conflits armés, qui perdurent, voilà maintenant 20 ans, plus de 20 ans. Et il y a le viol qui se passe là-bas, qui est devenu une arme de guerre. Donc vous allez le suivre après mon intervention, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui, comme ça a été le résultat tant entendu que nous attendions tous, que nous n'avons pas vraiment prédit. Moi, je n'ai pas voulu vraiment m'annoncer avant les élections, mais j'ai voulu laisser au fait voir les résultats. Mais ce sont des résultats vraiment qui encourageants, qui nous poussent à dire que vraiment notre candidat Jeremy Corbyn a bataillé très dur et a bataillé très fort, et je crois que pour les jours à venir, nous saurons voir quelle sera la politique qui va pouvoir amener au niveau du Parlement anglais. Donc voilà pourquoi, voilà le message que j'avais à passer aujourd'hui. Toutes mes félicitations au parti travailliste et à leur leader Jeremy Corbyn, et bonne continuité pour la suite. Je vous remercie. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. Vous réparez les femmes maintenant depuis presque 20 ans. Vous réparez leur corps et vous réparez leur âme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le viol a été utilisé comme une arme de guerre, une arme qui est redoutable. Elles subissent toute forme de torture, comprenant les tirs de balles dans leur appareil génital, l'introduction de morceaux de bois ou de baïonnettes, etc. Lorsque les femmes arrivent à l'hôpital, elles portent des lésions physiques, mais elles sont profondément traumatisées. On a commencé même à soigner des bébés qui sont violés, où le viol est tout simplement utilisé pour terroriser. C'est vraiment une arme de terreur par excellence. Fika msalido pecho pale pale akianza travail akinikataa kwanza kutumia hapa ndio fistini na mali yote ilipata kupita facilement. En 2000, j'avais soigné une dame, elle était violée, mais malheureusement, elle était arrivée à l'hôpital avec une grossesse non désirée. Cette femme va nous revenir 8 ans après. Malheureusement, de nouveau violée. Mais la petite fille qui était née dans notre hôpital, qu'on avait entourée de beaucoup d'amour, elle était également violée. Ule wa kwanza akamaliza, wa pili akaingia, tuliumizaka sana huko hivi kumwili. Ndio kuliumiza sana na ndio kwenye kungali tunaumia mpaka. On ne peut pas continuer à traiter les conséquences. Il faut s'attaquer aux causes. Et la cause, c'est quoi? C'est la guerre. Où sont les frères, les maris? Où sont tous ces hommes? On a l'impression que vous êtes le seul homme en Afrique à défendre ces femmes. Je ne suis pas seul, heureusement d'ailleurs. Mais je crois que les hommes qui voient ces drames sur leurs proches, lorsqu'ils sont attrapés, ligotés, et qu'ils ont le canon sur la tempe, souvent ils vivent impuissants. Le mari ne se sent plus époux, il ne se sent plus père. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Pourquoi le gouvernement n'est pas plus présent? Comment expliquer que finalement il ne fasse rien pour arrêter toute cette violence? Dans nos poches, nous avons tous des téléphones mobiles. Le grand problème, c'est que dans ces appareils, il y a un métal qu'on appelle le tantal. Aujourd'hui, c'est une guerre économique qui permet de contrôler ces minéraux rares, recherchés et qui sont consommés dans le monde entier. Nous en avons tous besoin. Mais on ne doit pas financer des tueurs. On ne peut pas continuer à financer des violeurs. Vous qui réparez aussi les femmes, est-ce qu'elles vont bien? Est-ce qu'elles vont mieux? Est-ce que vous avez de l'espoir? Notre espoir se fonde beaucoup plus sur la force et le courage de ces femmes. Quand je vois la souffrance par laquelle ces femmes passent,
elles arrivent quand même à se mettre debout et elles se battent pour leurs droits. L'avenir du Congo repose dans ces femmes. Donc, l'espoir est autorisé. Très chers amis, très chers internautes, je vous salue. Partout où vous vous retrouvez, merci de vous être branchés sur Diaspora Nabisomoko. Aujourd'hui, je reviens encore une fois pour parler de la mission des Nations Unies qui est au Congo depuis plus de 20 ans, la MONUSCO. Et moi, je trouve que ce sont ces missions-là, les missions onusiennes qui favorisent l'occupation étrangère dans le pays d'origine en quelque sorte. Pourquoi je dis cela? Je vais m'expliquer. À première vue, ce sont les missions onusiennes qui favorisent l'occupation étrangère dans les pays d'origine mondialement parlant. Si dans d'autres pays comme Haïti et autres, le peuple haïtien a fini par chasser ces missions compte tenu de leur longue durée et pérennisation ainsi que le maintien de leur mission en leur octroyant des mandats tout en les renouvelant sans cesse, sans pour autant ramener la paix retrouvée et la stabilité renouée, il est grand temps que les Congolais de la République démocratique du Congo aussi puissent prendre le courage entre les mains afin de ne disposer que d'eux-mêmes désormais. En effet, la charte de l'impérialisme en dit trop long dans ses articles 22. Article 22 par exemple dispose: l'ONU est notre instrument. Nous devons utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et de détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de l'Organisation des Nations Unies. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders dirigeants nationalistes du tiers-monde. Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Article 28. Les dirigeants de puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'Organisation des Nations Unies, même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'humanité. À l'instar de la MONUSCO, très chers internautes, très chers amis, vous qui me suivez, à l'instar donc de la MONUSCO qui n'a aucun droit de prendre sous son joug les charges et les responsabilités dévolues à la nation, car demeurer éternellement au Congo, elle risque de représenter une menace de balkanisation de l'Est du pays. Elle doit gérer les affaires courantes jusqu'à ce que les forces armées, les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, puissent une fois de plus la déloger de cette partie du pays, car nous dénonçons haut et fort en criant les forces négatives et autres occultes. Mais justement, après avoir délogé toutes les autres forces négatives, il restera une et une seule force, ce sera la MONUSCO. Donc, il faut songer déjà, après les élections de 2017, en tout cas, plus de prolongation possible et intempestive de son mandat en République démocratique du Congo. Je vous remercie, on se retrouve dans d'autres tranches. Très chers amis, très chers internautes, je vous salue. Partout où vous vous retrouvez, merci de vous être branchés sur Diaspora Nabisomoko. Aujourd'hui, je reviens encore une fois pour parler de la mission
des Nations Unies qui est au Congo depuis plus de 20 ans, la MONUSCO. Et moi, je trouve que ce sont ces missions-là, les missions onusiennes, qui favorisent l'occupation étrangère dans le pays d'origine en quelque sorte. Pourquoi je dis cela? Je vais m'expliquer. À première vue, ce sont les missions onusiennes qui favorisent l'occupation étrangère dans les pays d'origine mondialement parlant. Si dans d'autres pays comme Haïti et autres, le peuple haïtien a fini par chasser ces missions compte tenu de leur longue durée et pérennisation ainsi que le maintien de leur mission en leur octroyant des mandats tout en les renouvelant sans cesse, sans pour autant ramener la paix retrouvée et la stabilité renouée, il est grand temps que les Congolais de la République démocratique du Congo aussi puissent prendre le courage entre les mains afin de ne disposer que d'eux-mêmes désormais. En effet, la charte de l'impérialisme en dit trop long dans ses articles 22. Article 22 par exemple dispose: l'ONU est notre instrument. Nous devons utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts. Article 23. Notre objectif est de déstabiliser et de détruire les régimes qui nous sont hostiles et installer nos marionnettes sous la protection de nos militaires sous la couverture des mandats des forces de l'ONU. Article 24. Les résolutions de l'ONU sont des textes qui nous donnent le droit et les moyens de frapper, de tuer et de détruire les pays dont les dirigeants et les peuples refusent de se soumettre à nos injonctions sous la couverture des résolutions du Conseil de l'Organisation des Nations Unies. Article 25. Notre devoir est de maintenir l'Afrique et d'autres pays du monde dans le sous-développement, la misère, la division, les guerres, le chaos pour bien les dominer, les exploiter et les piller à travers les missions des Nations Unies. Article 26. Notre règle d'or est la liquidation physique des leaders dirigeants nationalistes du tiers-monde. Article 27. Les lois, les résolutions, les cours et tribunaux des Nations Unies sont nos instruments de pression contre les dirigeants et les leaders des pays qui défendent les intérêts de leur peuple. Article 28. Les dirigeants de puissances occidentales ne peuvent être poursuivis, arrêtés, ni incarcérés par les cours et tribunaux de l'Organisation des Nations Unies, même s'ils commettent des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'humanité. À l'instar de la MONUSCO, très chers internautes, très chers amis, vous qui me suivez, à l'instar donc de la MONUSCO qui n'a aucun droit de prendre sous son joug les charges et les responsabilités dévolues à la nation, car demeurer éternellement au Congo, elle risque de représenter une menace de balkanisation de l'Est du pays. Elle doit gérer les affaires courantes jusqu'à ce que les forces armées, les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, puissent une fois de plus la déloger de cette partie du pays, car nous dénonçons haut et fort en criant les forces négatives et autres occultes. Mais justement, après avoir délogé toutes les autres forces négatives, il restera une et une seule force, ce sera la MONUSCO. Donc, il faut songer déjà, après les élections de 2017, en tout cas, plus de prolongation possible et intempestive de son mandat en République démocratique du Congo. Je vous remercie, on se retrouve dans d'autres tranches.